Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir pendant 1 heure d'être avec vous pour parler des transformations du secteur de la santé avec la 5G. Effectivement, le domaine de la santé est clé, surtout avec l'épisode Covid que nous sommes en train de vivre. Nous avons tous pris conscience de l'importance d'un service de santé efficace qui nous protège. Et c'est bien ça l'enjeu. Nous allons le voir, comment toujours mieux accompagner le patient. Mais comment innover dans le secteur de la santé? Comment accompagner toujours plus les patients? Comment développer un maillage toujours plus efficace entre tous les acteurs présents pour notre santé? Voici quelques questions que nous allons nous poser aujourd'hui pendant 1 heure et nous allons être avec plusieurs invités de talent, des experts. Je suis vraiment ravi que vous puissiez les rencontrer. Nous allons être avec Stéphanie Cavaillès, directrice Insight et promotion de l'innovation chez Orange, en charge d'Orange 5G Lab, avec Laurent Frigara, cofondateur et deputy CEO d'Innovacom Orange Business Service, Nelly Bénard, responsable du département partenariat et innovation à la direction de la recherche au CHU de Rennes, Marc Froin, directeur général de BioSerenity, Carole Le Goff, responsable marketing et vente référent santé chez Bicom, et puis nous aurons la chance d'avoir Thomas Vendredi, qui est VP Sales et Marketing chez AMA. On a pu avoir la chance d'être avec lui quelques instants avant cette émission, on a enregistré une interview avec lui. On la diffusera ensemble. Mais pour bien débuter cette émission, je vous propose d'accueillir notre première invitée. Elle est directrice Insight et promotion de l'innovation chez Orange, en charge du programme Orange 5G Lab. Bonjour Stéphanie Cavaillès. Bonjour Romain et bonjour à tous. Bon alors, pour bien comprendre, parce que c'est une émission sur la 5G, la transformation que l'on va voir du secteur de la santé, mais avant tout une question simple, qu'est-ce que la 5G? Oui, c'est une très bonne question Romain. La 5G, c'est avant tout une évolution de nos réseaux mobiles qui sera compatible et complémentaire avec les générations précédentes. Et c'est surtout une révolution technologique qui va nous permettre du coup d'accueillir de nouveaux usages. Ce déploiement va se faire de façon progressive pour d'abord renforcer la capacité de nos réseaux mobiles qui sont extrêmement sollicités, en particulier dans les lieux très fréquentés par le public où notre réseau est sollicité dans les zones urbaines ou les zones d'activité économique. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que d'une année sur l'autre, la croissance des usages est de plus 40%. Donc notre objectif, c'est vraiment de continuer à proposer une connexion qui soit toujours plus fluide, sûre et efficace pour l'ensemble de nos clients. Alors cette évolution de réseau se fera en 2 temps. Dès 2020, donc on va vraiment assister à une amélioration significative des débits qui sera 3-4 fois plus rapide que la 4G pour des usages plus exigeants, pour se former, travailler, produire, etc. Et à partir de 2023, on va vraiment assister à l'arrivée du cœur de réseau 5G, qui lui va permettre un débit jusqu'à 10 fois plus rapide que celui de la 4G. Et donc, avec ce délai de réponse du réseau extrêmement court et des performances qui vont permettre du coup l'arrivée d'usages en rupture, tels que la e-santé que nous allons aborder aujourd'hui, mais également l'automobile connectée, l'industrie 4.0 et d'autres usages on va dire, vraiment rupturistes. Et donc, c'est bien pour cela que nous avons donc décidé, pour accompagner ces ruptures, de lancer tout un programme Orange 5G Lab qui est présent donc sur le territoire français, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc assez représentatif finalement de notre maillage territorial, mais également à l'international, en Belgique et en Roumanie. Voilà, donc nous avons la chance de pouvoir vraiment accueillir l'ensemble des entreprises qui le souhaiteraient sur l'ensemble de ces Orange 5G Lab. Alors justement, on parle des oranges ou de l'Orange 5G Lab ou de ces différentes localités. Quel est l'objectif de ces lieux d'innovation? Alors l'objectif, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble des entreprises à découvrir ce que permet la 5G, de permettre également de projeter le développement des usages associés. Et donc nous proposons à nos partenaires qui sont des acteurs économiques tout un programme qui va leur permettre effectivement de découvrir les bénéfices induits par la 5G, de pouvoir également imaginer et stimuler leur innovation au sein de leur entreprise et de pouvoir du coup développer de la co-innovation avec Orange, et enfin de projeter leur proposition d'offres et de services et de pouvoir aussi imaginer tout ce que cela peut induire d'un point de vue organisationnel chez eux. Et donc, on a vraiment répondu à un besoin majeur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 72% des entreprises nous disent attendre un accompagnement de leur opérateur pour justement découvrir, tester, expérimenter les apports de la 5G. Et donc, nous mettons à disposition
un parcours découverte qui, lui, comme le nom l'indique, vraiment répond à toutes les questions autour de la pédagogie, autour des démonstrations que l'on peut valoriser justement dans les showrooms de nos Orange 5G Lab pour vraiment faire toucher du doigt aux acteurs économiques les apports réels de la 5G. Et puis nous avons un deuxième parcours qui s'appelle, lui, le parcours expérimental et de prototypage, qui permet du coup là aussi d'accueillir les entreprises, de leur offrir le réseau 5G commercial, mais surtout le réseau expérimental de demain. On met à disposition tout un équipement 5G avec tous les bons devices et tous les produits 5G pour justement qu'ils aillent approfondir leurs tests. Et puis bien évidemment, nos experts techniques et marketing sont à leur côté pour les guider dans cette phase d'expérimentation. Alors, vous parliez des experts de la 5G. Nous, sur cette table ronde, on a des experts de la santé. Alors, la 5G, la santé, c'est deux secteurs qui, effectivement, travaillent ensemble déjà depuis quelques temps. Pourquoi aujourd'hui, puisqu'on est sur des webinaires thématiques, à chaque fois on a une thématique différente, et d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder nos précédents webinaires qu'on a eu la chance de réaliser, mais aujourd'hui on parle de santé, du secteur de la santé. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité aujourd'hui qu'on aborde ce sujet alors essentiel avec le Covid, hein? Absolument, Romain. Et donc, vous le disiez en introduction, hein, on est dans une pandémie mondiale, donc on est bien évidemment orienté sur ce sujet clé qui est le secteur de la santé. En réalité, ça fait vraiment des années que l'on échange avec les professionnels de santé sur ce sujet, puisque cette technologie est clé pour aller justement améliorer les diagnostics, gagner du temps et, in fine, sauver des vies. Donc aujourd'hui, cette technologie et ce réseau 5G va permettre effectivement de créer un lien entre les professionnels de santé, les patients à distance, entre tous les matériels, toutes les machines d'un hôpital et finalement les personnels de santé qui sont sur le terrain, le SAMU, les pompiers, et puis in fine aussi accompagner finalement à distance les patients dans leur parcours de soins. Et donc, notre programme Orange 5G Lab a déjà accompagné un certain nombre d'entreprises dans le secteur de la santé. Et d'ailleurs, je suis ravie d'accueillir dans ce webinaire un certain nombre d'entre eux. Hein. Donc, on peut citer AMA, BioSerenity. On a également Campagne Robotics, qui est un robot qui permet effectivement d'aider le personnel soignant en EHPAD. On a HypnoVR, qui est une solution qui accompagne les patients quand ils sont effectivement dans une opération chirurgicale ou de soins. Donc, c'est une solution d'hypnose. Et puis aussi, on a accompagné le CHU de Rennes pour justement travailler avec eux à préparer finalement le CHU du futur. Alors effectivement, on parle beaucoup des expérimentations, on va beaucoup en parler du CHU de Rennes, on a la chance d'avoir une personne qui est au cœur de tout ce dispositif au sein du CHU de Rennes. Pourquoi est-ce que, alors on va parler de Rennes, on va parler du Grand Ouest, pourquoi est-ce que ce territoire est important, le territoire Grand Ouest? Alors, tous les territoires sont importants. Je voudrais pas effectivement qu'on dise un plus que l'autre. En revanche, celui du Grand Ouest est un territoire particulièrement innovant et en particulier dans le domaine de la santé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons implanté un Orange 5G Lab à Rennes, puisqu'on avait vraiment besoin d'accompagner cet écosystème extrêmement dynamique. Alors voilà, aujourd'hui, comme on le disait précédemment, le domaine de la santé est clé. Nous avons à cœur d'accompagner ce secteur d'activité, mais également l'ensemble des acteurs de tous les secteurs d'activité, puisque finalement la 5G, c'est vraiment le plus innovant avec la 5G, c'est ce que nous en ferons. Donc, c'est vraiment notre slogan de com, mais c'est vraiment tout à fait approprié par rapport à notre programme Orange 5G Lab. On est vraiment là pour accompagner l'ensemble des acteurs sur l'ensemble des secteurs d'activité pour co-innover avec chacun d'entre eux. Et là, tout particulièrement aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le domaine de la santé. Donc, je remercie encore une fois nos participants qui vont témoigner voilà, de leur belle réalisation. Exactement, effectivement. Merci Stéphanie. Du coup, on va débuter cette table ronde, cette première partie de table ronde, puisqu'on va directement essayer de comprendre qui sont nos invités et quelles sont les expérimentations concrètes qu'ils ont pu mener avec la 5G. Merci encore Stéphanie, et je vous propose qu'on débute tout de suite cette table ronde. Et pour parler des expérimentations de la santé, de la 5G, essayer de comprendre comment tout ça peut innover, enfin peut permettre d'innover et d'inventer un peu le futur. Nous sommes avec Nelly Bénard pour commencer. Donc vous êtes responsable du département partenariat et innovation à la direction de l'innovation, je crois, au CHU de Rennes. Alors aujourd'hui, Orange collabore beaucoup avec le CHU de Rennes. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette collaboration et puis nous expliquer aussi les enjeux pour vous, pourquoi avoir décider de réfléchir à ces enjeux d'innovation au sein du CHU?
Bonjour Romain, bonjour à tous et merci de m'avoir invité un petit peu pour partager cette expérience qu'on mène depuis déjà un petit moment au CHU de Rennes. Donc un CHU, bien évidemment, acteur majeur dans le domaine de la santé, a la particularité d'être à l'interface toujours du soin et de la recherche. Alors la recherche, évidemment, c'est notre cœur de métier, c'est plutôt la recherche clinique, hein, la recherche sur la personne humaine, où on va inviter des patients à participer à des essais cliniques pour améliorer la prise en charge thérapeutique, diagnostique, voire épidémiologique. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur la recherche clinique, hein, parce que depuis 1 an et demi, tout le monde est devenu expert en la matière. Mais voilà, à côté de la recherche clinique, finalement, un CHU, c'est une ville dans la ville, et on s'intéresse à Rennes aussi, à l'état de l'art, hein, à l'évolution de la recherche, des méthodes, dans différents domaines, aussi bien l'énergie, hein, la gestion des déchets, et puis les aspects de communication entre les personnes et entre les équipements. Et c'est là où j'en arrive finalement aux collaborations qu'on conduit sur le site, avec une partie d'ailleurs des acteurs qu'on a autour de la table, et c'est toujours un plaisir de les retrouver. Donc qu'il s'agisse de l'IRT Bicom, avec lequel on a des collaborations depuis pas mal d'années. Et puis, depuis 2 ans, donc un peu invité, hein, par l'IRT Bicom, nous participons à un projet européen qui s'appelle 5G Tour, et qui vise à explorer les usages vraiment en vie réelle, hein, de la 5G dans 3 domaines, le tourisme, le transport et puis la santé. Et donc dans ce projet, le CHU de Rennes est ce qu'on appelle le vertical, hein, l'utilisateur final finalement des technologies qui sont mises en œuvre, et on travaille avec Orange, avec Nokia, avec AEMA aussi, hein, qui interviendra tout à l'heure, sur plusieurs cas d'usage, 2 en particulier, l'ambulance connectée et le bloc opératoire. Alors, je pense que je ne vais pas avoir le temps de rentrer très loin dans les détails, mais on peut imaginer, hein, en quelques instants l'intérêt de la 5G sur le cas d'usage d'ambulances connectées, hein, en situation critique, hein, de prise en charge d'un patient. Combien le fait de pouvoir recourir à un expert qui n'est pas sur le site de l'accident, hein, ou de la prise en charge par l'ambulance, par l'équipage du SAMU, peut apporter par une grande qualité d'image, hein, et donc pour ça on va avoir besoin de débit important. Finalement, ce qui va permettre à un expert, donc là notre cas d'usage porte sur la cardiologie, hein, donc on pourra communiquer entre l'équipage du SAMU, le centre de régulation, donc avec les urgentistes, et puis montrer qu'en tant que de besoin, on peut faire appel à un cardiologue expert. Là, en l'occurrence, on testera l'usage de l'échographie, hein, donc de la transmission d'images en ultrasons, pour pouvoir assister et proposer et établir un diagnostic de façon précoce. Et puis on espère bien un peu pousser aussi, hein, cette technologie, ce qu'on nous en promet en tout cas, de la 5G, avec une latence extrêmement faible et une grande fiabilité, de pouvoir éventuellement assister même à la réalisation d'un geste en urgence. Et là, on voit bien qu'il faut une synchronisation parfaite entre l'expert à distance et puis l'opérateur sur place. Donc Ouais, ça, c'est ça. ce Donc sont des vraiment enjeux le. importants, hein. Et puis on en reparlera peut-être tout à l'heure, hein, sur les caractéristiques. Sur ces cas d'usage, on attend beaucoup du slicing, hein, donc de la capacité à prioriser certaines voies de communication, donc en l'occurrence vers des services d'urgence, au détriment, s'il en est besoin, des communications de type vidéo, téléchargement de films ou autres communications qu'on peut avoir sur un site d'accident, avec tout le monde avec son téléphone en train de filmer ce qui se passe, au détriment du débit de la communication. Alors Je effectivement, c'est m'arrête là intéressant peut-être, ce que. parce que sinon je peux Non, parler mais pendant Nelly, des pas de heures. souci. Mais oui, et c'est passionnant. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est effectivement cet enjeu de se dire, on a peut-être besoin d'être en lien beaucoup plus fort avec des acteurs externes. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à avoir peut-être des enjeux diagnostiques qui sont le plus tôt possible pour prioriser peut-être un flux ou en tout cas essayer de donner les bons conseils assez tôt
pour le patient. Et puis l'enjeu de se dire qu'il faut que ce flux-là, ce nouveau flux que vous créez, il faut qu'il ait un meilleur débit pour être en capacité d'apporter le plus d'informations possible. On va le voir avec BioSerenity aussi, des enjeux effectivement de comment on passe des datas, ce flux, et comment est-ce que ces datas sont prioritaires. Mais c'est intéressant parce que vous parliez effectivement de cet enjeu autour de cette connexion entre l'hôpital et puis des acteurs externes comme les pompiers, comme le SAMU. Je propose qu'on écoute du coup Thomas Vendredis qui du coup travaille chez AMA, puisqu'il met en place, et puis je crois que vous travaillez ensemble, vous vous connaissez, il met en place des solutions effectivement avec des lunettes connectées qui permettent de pouvoir créer ces interactions entre des pompiers et un CHU ou un SAMU et des CHU. Je propose qu'on l'écoute et qu'on découvre qui il est, ce qu'il fait et puis les solutions qu'il propose. Société rennaise et on est présent aujourd'hui à travers le monde, de l'Amérique du Nord en passant par l'Europe et l'Asie. Et on est éditeur de logiciels et on développe une solution de réalité assistée avec une spécialité en lunettes connectées. On accompagne nos clients et on déploie ces solutions à la fois dans le domaine industriel pour accompagner nos clients vers l'industrie 4.0, mais également, et c'est un peu la genèse de ce projet dès 2015, dans le domaine médical, qui a commencé avec la première chirurgie entre la France et le Japon avec les fameuses Google Glass. Nous, on travaille déjà aujourd'hui avec le CHU de Rennes, à la fois dans le cadre de la visioregulation, c'est-à-dire qu'en 2 clics, on peut envoyer, le médecin régulateur va envoyer, lorsqu'il a un appel d'un requérant, il va envoyer un SMS, on va prendre la main sur le smartphone du patient, ce qui va permettre de mieux contextualiser la scène et la situation d'urgence. Et après, ils vont pouvoir réguler, c'est-à-dire apporter plus ou moins de moyens. En tout cas, ça va être beaucoup plus factuel qu'une retranscription à la voix, notamment au moment d'une scène d'urgence et donc souvent un peu de panique. On est par exemple à la PHP sur un très beau projet qui s'appelle BOPA. Dans ce partenariat de BOPA, il y a dans cette chaire qui est pilotée par le professeur Eric Vibert, il y a à la fois les opérateurs comme Medtronic, Boston Scientific, Orange, Reliance, qui est aussi un assureur. Il y a un gros consortium à la fois avec AMA qui est au cœur pour tout ce qui est le live surgery, donc la chirurgie en live, où on a fait des améliorations du logiciel, notamment sur toute la partie gestion des images en environnement avec de la surexposition, notamment la lumière de bloc opératoire, et donc pour pouvoir retranscrire la meilleure vue, c'est-à-dire celle du chirurgien quand il opère. On a fait par exemple la semaine dernière une opération entre la France et le Maroc avec le centre de lutte de cancérologie de Rabat, où on a fait un live sur une chirurgie en hépatobiliaire, donc sur la partie du foie. Donc voilà pour l'interview qu'on a pu réaliser quelques minutes avant le live de Thomas qui nous raconte effectivement ce qu'il réalise. Et puis c'est assez effectivement c'est très complémentaire par rapport à ce que nous disait Nelly. Je propose maintenant qu'on partage un moment avec Carole Le Goff qui est donc directrice ou responsable vente et marketing et référent santé chez Bicom. Carole, est-ce que vous pouvez nous raconter déjà ce qu'est Bicom pour qu'on fasse connaissance avec vous et puis nous dire peut-être vous dans cette collaboration avec le CHU quel type d'usage vous mettez en place, quelles expérimentations vous mettez en place aujourd'hui? Oui, bonjour Romain, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. L'IRT Bicom, c'est un institut de recherche privé qui travaille en étroite collaboration avec les industriels à des fins de transfert des technologies qui sont développées au sein des projets de recherche dans des produits industriels. Donc on a une collaboration très forte avec Orange à travers des projets que ce soit en intelligence artificielle ou des projets 5G ou Internet des objets, et puis avec le CHU de Rennes, particulièrement sur le projet 5G Tour que mentionnait tout à l'heure Nelly. Au sein de ce projet-là, Bicom fournit un cœur de réseau privé 5G souverain, qui est une solution qu'on propose aujourd'hui à l'industrie pour déployer des réseaux privés, notamment ici, en l'occurrence, au sein de l'hôpital et même au sein du bloc opératoire. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Comme l'expliquait Nelly, la 5G va venir aider le chirurgien dans son geste chirurgical. Par exemple, il y a énormément de challenges. Vous voyez dans les blocs opératoires, il y a de plus en plus l'usage de la vidéo pour aider le chirurgien. Et bien là, on va venir en fait fusionner
les images d'une radio avec une image d'un échographe, qu'on va venir faire une fusion 3D pour aider le chirurgien dans son geste. Aujourd'hui, il doit regarder 2 écrans, à la fois l'écran de l'échographe et puis l'écran de la radio. Et bien là, on va venir lui présenter sur un même écran les 2 images fusionnées. Donc, on va pouvoir l'aider et le guider. Et puis derrière, on peut rajouter par-dessus des indications incrustées, des incrustations en virtuel. Donc ça, c'est un des exemples que l'on utilise dans le cadre du projet du CHU de Rennes. On va bénéficier justement de cette ultra basse latence que nous amène la 5G pour permettre justement d'avoir un geste chirurgical qui est en temps réel, c'est-à-dire que aujourd'hui on estime qu'il ne faut pas avoir plus de 100 millisecondes entre le moment où le chirurgien fait son geste chirurgical et le moment où l'image apparaît sur son écran primaire ou secondaire. Donc on est ici sur des challenges technologiques qui sont très forts. L'avantage de la 5G, c'est qu'on va pouvoir bénéficier de débits très élevés et donc de pouvoir avoir des images de qualité, des vidéos. Jusqu'à maintenant, on pouvait faire des fusions d'images d'ICOM, qui sont les images du médical, mais on restait très limité lorsqu'on commençait à pouvoir faire du traitement d'images vidéo. Là, avec la 5G, les débits étant, la basse latence étant aussi là, on va pouvoir travailler beaucoup plus sur du traitement d'images vidéo. Alors, ça va aider des applications comme la robotique aussi, puisque justement, cette basse latence en temps réel va permettre aussi d'avoir de plus en plus de robotique dans les blocs opératoires. La télétransmission, comme on a pu le voir avec l'exemple de AMA, qui aujourd'hui doit brider en fait la résolution de sa vidéo, et grâce à la 5G, on va pouvoir aller sur des vidéos de meilleure qualité. On a aussi des exemples d'applications utilisant des lunettes de réalité augmentée qui vont venir aussi là aider le geste chirurgical avec du traitement à l'edge, c'est-à-dire au plus près pour pouvoir réagir de manière la plus précise possible et en temps réel. Et donc pour tous ces challenges-là, on a même développé un standard qui s'appelle le DICOM Real Time Video pour permettre la synchronisation en temps réel de tous ces flux. Et voilà. Voilà quelques exemples concrets de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Merci beaucoup, Carole. C'est extrêmement intéressant de voir qu'effectivement, il y a un enjeu de débit, de latence et donc de capacité de synchronisation des différents outils, des différentes personnes. Et l'enjeu de synchronisation, c'est aussi l'enjeu qu'a Marc Froid, directeur général de BioSerenity. Alors Marc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est BioSerenity ? Et puis finalement, vous aussi, les expérimentations que vous menez pour faire connaissance avec vous, avec vos technologies, et puis comprendre comment est-ce que le patient pourra demain être encore mieux accompagné par votre service. Alors moi, mon entreprise BioSerenity est une start-up qui est issue de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en 2014, qui a beaucoup grossi, puisqu'aujourd'hui on est dans une étape que les capitaux risqueurs appellent scale-up, donc on est en grossi, on est devenu une ETI, on a 650 personnes. On est très fiers de notre personnel, de tout ce qui s'est fait, et on est sur le créneau du diagnostic. Dans le diagnostic, bien sûr, on a parlé d'imagerie, on vient de parler d'imagerie. Dans le diagnostic, le plus courant, c'est effectivement le diagnostic de biologie. Vous allez dans le laboratoire d'analyse biologique et il y a de plus en plus de choses qui se font. Mais c'est aussi l'exploration fonctionnelle. L'exploration fonctionnelle, le plus connu, c'est l'électrocardiogramme, qui est relativement fréquemment fait. Mais en fait, il y en a énormément, l'électroencéphalogramme, et puis des explorations qui sont basées sur une nuit de sommeil, des explorations de fonctionnement des organes et fonctionnement des organes entre eux, qui ne sont pas juste des flashs, mais qui sont bien des films et des façons de les mesurer dans leur fonctionnement. Alors mon entreprise réalise a une particularité, c'est qu'elle a la moitié de son effectif qui sont des médecins et des infirmiers, et l'autre moitié qui sont des gens qui développent de la technologie et qui fabriquent des produits pour justement être capable de faire ces actes d'exploration fonctionnelle le plus facilement possible. Aujourd'hui, on est pour la moitié de notre activité aux États-Unis et la moitié en France. On n'a que 2 géographies sur lesquelles on travaille, mais on a des plans pour essayer de faire
plus en Asie et à d'autres endroits dans le futur. Alors, il s'agit pour nous principalement, donc de pouvoir faire des plateaux techniques. Aujourd'hui, si vous devez faire un électroencéphalogramme, vous allez être amené à l'hôpital, faire ça dans une chambre, dans une pièce dédiée à l'hôpital. On va vous poser un équipement qui va être, vous le voyez sur le film là, fait dans un EHPAD au lieu d'être fait à l'hôpital. Donc, mais c'est une pièce dédiée en fait. Pratiquement chaque fois, ce sont des pièces dédiées pour pièces dans l'hôpital. Donc la première chose, c'est d'enlever les murs à l'hôpital, pouvoir faire au lit du patient, ne plus déplacer. Premier déplacement finalement dans le soin, dans les hôpitaux, c'est bien un brancardier qui vous emmène d'une salle à l'autre. Là, il s'agit d'essayer d'éviter ça, et en particulier pour les patients en réanimation, les patients en urgence, enfin la maternité, toute une série d'endroits où il y a besoin de ne pas déplacer et essayer de garder le maximum quand les examens vont servir à prendre une décision médicale lourde. Et puis, bien sûr, de l'hôpital, on passe au groupement hospitalier. Donc, un hôpital devient multi-hôpitaux. Donc, notre premier client, c'est la PHP. On a des personnes qui passent d'une chambre à l'autre, d'un endroit à l'autre, en fait, d'un hôpital, sur tout le secteur de la PHP, donc toute la région parisienne, mais également à d'autres endroits en France, et de plus en plus, ça se déploie. Et puis, le premier déplacement, c'est bien intra-hospitalier. Le second, c'est les lieux de vie, de l'hôpital vers le lieu de vie. Et donc là, le petit film que nous avons vu, que peut-être on peut revoir, que je puisse expliquer, mais c'est effectivement une personne âgée qui vit dans une chambre d'EHPAD, qui avait besoin d'un électroencéphalogramme parce que il y a un problème neurodégénératif et donc il faut réussir à faire cet examen. Aller à l'hôpital, c'est stressant, compliqué, lourd. Là, ça a été fait, vous voyez, donc dans un EHPAD avec une infirmière locale avec le patient, un système en usage unique posé sur la tête du patient, et puis un examen qui utilise le 5G pour pouvoir avoir en même temps une synchronisation fine de ces signaux et en même temps une synchronisation fine d'une vidéo qui va montrer le déplacement, un micro-mouvement, un déplacement inattendu d'un bras, etc. Donc avec un médecin qui va interpréter l'acte à distance et donc qui va exactement comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur la chirurgie, ne pas se déplacer, mais être capable de faire la fin de l'examen pour son collègue médecin à distance. Super, alors pour nous, la merci 5G, beaucoup. c'est très important. Pardon, allez-y. Juste un mot, j'ai parlé un peu longtemps. Ouais. La 5G, c'est très important, pas seulement pour le débit et le flux, mais également pour la simplification promise dans la 5G, qui arrive avec la sécurité, qui arrive avec la qualité de service, qui arrive avec le slicing. Effectivement, c'est un nom qu'on va apprendre, tout le monde va apprendre à comprendre ce que c'est. Et puis aussi, qui permet de concentrer des données, donc de pouvoir avoir localement plusieurs instruments 5G qui communiquent entre eux à travers une concentration effectuée pour être synchronisée parfaitement. Organisé par la 5G. Oui, effectivement, c'est un des enjeux, la synchronisation, on en parlait, effectivement, de même plusieurs appareils dans une même salle, de pouvoir communiquer sans que tout soit voilà, exactement. branché, l'obligation de pouvoir changer de chambre, pouvoir... Oui, exactement. C'est ça. Marc, j'ai une question, dites-moi si elle vous convient ou alors si je vous bloque. C'est une question de Saber qui nous dit: ces appareils produisent de grandes quantités de données. Quelle gestion opérationnelle de ces énormes masses? Est-ce que c'est du cloud? Est-ce qu'il y a des data centers locaux? Est-ce que ça, c'est une réponse que vous avez? Je vous l'envoie comme ça, dites-moi si... Donc non, aujourd'hui, on arrive à condition d'avoir assez de bandes passantes, donc là on retombe dans les mêmes problèmes que l'imagerie, on arrive effectivement à tout faire depuis des serveurs données de santé qui sont sur le cloud agréé données de santé, avec pour nous une grosse plateforme France et une grosse plateforme US, puisque c'est pas tout à fait les mêmes normes et régulations qui nous permettent de faire ça, et on est très impatient de pouvoir faire en partie, enfin le cloud qui arrive avec la 5G va avoir aussi son avantage dans la simplification de déploiement. Et puis Marc, vous me permettez de le dire une bonne fois pour toutes, pour que tout le monde soit clair. Quand on parle des données de santé, évidemment, il y a des certifications à avoir. On est entre professionnels de santé. Et donc, on est bien sur une validation des données avec un minimum de porosité pour que du coup, ça reste entre professionnels de santé. C'est bien ça tout l'enjeu que l'on a aujourd'hui. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Marc? Pardon. Non, juste évidemment, en tant que personne, en tant que patient, le monde des données est le monde qui permet aux médecins de réfléchir et de travailler avec des preuves, une médecine basée preuves. C'est clair que ce monde-là, il n'a pas de limite de connexion entre professionnels. Il a besoin de travailler sur des preuves médicales. Donc, on n'est pas du tout dans la vision des données de santé utilisées pour faire autre chose que de la santé. Complètement. Bon, c'était bien de le dire, comme ça au moins on marque les choses. Terminons ce premier tour de table avec Laurent Frigara. Vous êtes cofondateur et CEO d'Enovacom, d'Orange Business Service.
Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment finalement Orange se positionne sur ce secteur de la santé? Déjà, qu'est-ce que vous faites? Et puis finalement, quelle est votre vision aussi? Qu'est-ce que vous voyez apparaître? Puisque vous êtes entouré, je pense, comme là on le fait dans cette table ronde, mais vous c'est au quotidien, d'être entouré d'acteurs de la santé, du secteur de la santé. Comment vous voyez cette évolution, ces expérimentations et finalement cette innovation bouillonnante que l'on a dans ce secteur? Oui, bonjour déjà. Bonjour et merci de me permettre de parler un petit peu de l'activité d'Orange dans le secteur, qui est un secteur qui est très qui est foisonnant d'innovation et que l'on aborde nous depuis un certain nombre d'années chez Orange. Puis ça fait une bonne dizaine d'années qu'Orange a accéléré sur ce sujet. Le groupe Orange, il est présent historiquement sur des sujets qu'on appelle core business, avec les réseaux, avec la connectivité, mais depuis quelques années, et notamment lors de l'acquisition d'Enovacom, qui constitue maintenant le pôle santé digital au niveau B2B en tout cas, au sein d'Orange Business Services. En fait, le groupe Orange accélère encore sur ce sujet du digital et de la data, car on voit que toutes ces innovations en fait amènent de nouveaux usages et donc de nouveaux besoins, et du coup les solutions qui sont proposées par le groupe Orange, qui sont plutôt des solutions socles avec du hosting, de la sécurité, des solutions d'interopérabilité, elles suffisent pour mettre en place des systèmes, elles sont nécessaires, mais on voit qu'il faut qu'on aille encore plus loin pour accompagner le fameux parcours du patient, et on voit bien que la collaboration avec tous ces acteurs qui vont amener chacun en fait une partie très très spécifique sur une pathologie, sur un parcours de santé spécifique, elle est nécessaire, et que la collaboration elle est très importante parce que justement ils ont besoin de se focaliser sur leur cœur de métier, sur la pathologie, sur un usage spécifique des appareils biomédicaux à distance, et en fait le groupe Orange amène avec sa technologie, son savoir-faire, tout le socle nécessaire à ces acteurs pour qu'ils puissent se développer en toute sérénité et en toute sécurité. Voilà. Donc c'est vrai que le rôle d'Orange, il faut le voir un peu comme ça, quelque part, le socle technique, le socle d'interopérabilité qui va permettre aux acteurs et aux partenaires de déployer leurs solutions en toute tranquillité. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques années sur le marché des hôpitaux, puisqu'on équipe plus de la moitié des établissements de santé avec nos solutions socles. Et on voit bien que comme en parlait Marc, on n'est plus au sein de l'hôpital, on est obligé d'ouvrir les portes de l'hôpital. Il y a quelques années, tout tournait autour de l'hôpital. Maintenant, tout tourne autour du patient. Et on voit bien que l'importance de s'appuyer sur des solutions qui soient ouvertes, qui soient sécurisées et qui sont bien interopérables, et que la connectivité soit présente et nécessaire. C'est très important. Merci beaucoup Laurent, c'est extrêmement intéressant. Je retiens le mot de sérénité, qui effectivement est un mot-clé quand on aborde ce sujet et de santé et de technologie 5G. Merci Laurent. Je vous propose un premier sondage pour terminer cette première table ronde, en tout cas cette première partie de la table ronde. Juste pour savoir un petit peu, vous qui êtes dans le public, savoir un peu comment vous percevez cette 5G, et puis savoir si vous allez l'utiliser ou pas dans quelques temps. La question est simple: dans combien de temps souhaitez-vous mettre en place la 5G, alors au sein de votre établissement, au sein de votre entreprise, dès maintenant, en septembre, en 2021 ou après 2022. Extrêmement intéressant pour nous de savoir un petit peu comment vous projetez cette technologie, puis de savoir si vous avez envie de la mettre en place rapidement ou non. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on aborde la deuxième partie de la table ronde où on va parler des grandes transformations du marché. Alors Laurent, effectivement, je reprends avec vous tout de suite. Je voulais savoir, Laurent, effectivement, vous qui travaillez chez Orange, quel est votre regard sur tous ces acteurs et comment voyez-vous l'évolution de ce marché de la santé, de ce secteur de la santé? C'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, mais on n'est plus sur un système centré autour des centres de soins, autour des hôpitaux, autour du médecin, mais plutôt un système centré autour du patient. De plus en plus, je pense que tout le monde est au courant maintenant des termes, la médecine des 5 P. On parlait préalablement des 4 P. Maintenant, on parle de la médecine
des 5 P avec cette nécessité d'apporter la preuve, comme on parlait Marc, de l'efficacité des traitements. Les 4 autres P en fait parlent de médecine personnalisée, de médecine préventive, de médecine prédictive et de médecine participative. Donc on voit que tout ça en fait n'est possible que grâce au numérique. Hein. On peut en parler grâce à l'avènement du numérique, à l'avènement des réseaux, à l'avènement de la 5G, très probablement. Et on voit bien que on a le rôle d'Orange, il est assez clair à ce niveau-là. C'est d'amener tous les outils, tous les moyens, à la fois donc aux partenaires technologiques, aux éditeurs de logiciels, aux fournisseurs de services santé, mais aussi aux professionnels de santé et aux patients. Voilà. Et on voit bien que tout ça, en fait, doit être dans une démarche la plus équitable possible entre le patient, les professionnels de santé, les établissements de santé et bien sûr l'ensemble des partenaires et des fournisseurs de soins. Ça, c'est vraiment la position et le credo d'Orange sur cet avenir de la e-santé. Et puis c'est vrai que c'est intéressant de voir, on l'a vu avec les différents témoignages de nos invités, de vraiment cet enjeu, et on l'a dit sur la table ronde numéro 1, d'avoir une vision de l'hôpital en interne, comment est-ce qu'on peut réussir, on va le voir avec nos différents invités encore une fois, et puis à l'externe effectivement qui est important, et comment est-ce que du coup cette notion de localité à la limite, on dépasse les frontières, on dépasse ces murs-là du CHU pour aller encore plus loin, et là effectivement il y a un enjeu pour Orange. Merci Laurent. Je voudrais qu'on passe maintenant à Marc. Finalement, Marc, pour vous, quelles sont les grandes tendances qu'on voit apparaître chez les acteurs de la santé comme vous? Alors, il y en a plusieurs qui sont des tendances de fond de la médecine, qui sont... la médecine, c'est un domaine extraordinaire dans lequel on rajoute des dimensions sans arrêt, donc on est capable de faire plus, on est capable de comprendre plus, on est capable d'ajouter des dimensions, et on est capable de les projeter, donc ces nouvelles dimensions, sur des personnes pour effectivement faire cette médecine des épreuves dont on vient de parler. Chez nous, ce qu'on voit comme évolution, c'est l'évolution des actes de diagnostic, pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand il y a un phénomène rare avec un diagnostic qui n'est pas complet, qui n'arrive pas au résultat, si vous avez quelque chose avec un événement rare qui va arriver moins souvent que toutes les 24 heures ou moins souvent que le temps de l'examen que vous allez avoir, donc ça va être le cas par exemple en cardiologie, sur certaines arythmies, des choses comme ça, vous allez avoir besoin de mesurer sur beaucoup plus longtemps. Et pour mesurer sur plus longtemps, on peut pas vous garder dans une salle à l'hôpital sous un IRM pour vous mesurer pendant plusieurs jours. Donc il faut trouver des solutions, et ça va vers ça. Ça veut dire qu'on a besoin de qualité hospitalière, mais mesurée sur des temps longs et sur des façons de faire. L'autre élément, c'est que si on fait également cette médecine basée preuve, on va faire des examens plus souvent. Donc on va les répéter, et on va donc ajouter des données, ajouter des façons de faire, et faire des examens plus souvent dans des conditions qui sont plus naturelles, donc des conditions de lieu de vie, pas forcément à domicile, parce qu'il peut y avoir effectivement toute une série de fonctionnements dans les lieux de vie, entre hôpitaux de suite, façon d'être, maison de santé ou maison de vie ou EHPAD, mais d'une façon générale sur les lieux de vie. L'autre élément, c'est qu'avec cette complexité qui monte, on a de plus en plus donc des présenté d'une façon abstraite, parce que on a un médecin, par exemple radiologue, qui va faire une analyse d'une image et qui va donner à son collègue, qui est le spécialiste capable de comprendre, et lui-même a été formé pendant 12 ans et puis continue à se former toute sa vie parce que la technologie n'arrête pas d'évoluer. Donc on a de plus en plus des besoins là du numérique pour effectivement présenter des informations les meilleures possibles, les présenter en contexte et profiter du présentiel non présentiel, mais également de la capacité de calcul qu'on est maintenant capable de mettre à disposition de chaque patient. On est capable de faire des calculs aujourd'hui pour un patient qui aurait demandé des gros serveurs et quasi une impossibilité de faire en dehors de la recherche il y a quelques années. Donc ça n'arrête pas d'évoluer dans ce sens-là, c'est-à-dire que les données transfèrent, et on a une communication interacteur qui doit être faite. Donc plus de lieux, plus de données, plus longtemps, et une capacité de présentation différente, avec une grosse besoin de synchronisation, puisque plus on est dans cette médecine personnalisée, et plus on est, parce qu'on parlait des hôpitaux tout de suite, je ne crois pas qu'on enlève l'hôpital, mais on concentre l'hôpital sur le fait d'avoir le savoir-faire, la recherche, et d'être capable de faire dans l'hôpital les éléments qui sont nécessaires à l'hôpital. Et donc plus on arrive à faire ça, plus on arrive à intégrer. Donc l'évolution, c'est effectivement parti pour une évolution qui va durer 20 ans,
Et je pense que, ou 30 ans, je sais pas, ou éternellement, ça c'est une vision, mais qui va aller vers quelque chose où on se connaît beaucoup mieux et chacun d'entre nous terminera sa vie avec ce qu'on appellerait aujourd'hui des traits big data, donc de ces données personnelles. Hein. C'est pratiquement certain, et avec les consolidations qui sont en cours. Alors effectivement, Marc, on reprend la parole ensemble sur la troisième partie de la table ronde, effectivement, sur quel avenir. Alors on verra effectivement comment est-ce qu'on peut améliorer ce que vous disiez sur l'enjeu du diagnostic. Comment est-ce qu'on peut améliorer ce diagnostic sur effectivement des cas rares où on va avoir besoin de monitorer sur un plus long terme pour comprendre ce qui dysfonctionne, pour avoir effectivement un meilleur diagnostic et donc une meilleure préconisation, un meilleur traitement derrière. Je voudrais qu'on passe à Nelly, parce que on parle de synchronisation avec Marc, et du coup, avec Nelly aussi, on va parler de synchronisation, parce que finalement, au sein du CHU, il y a vraiment cet enjeu-là de centraliser, de faire dialoguer toujours plus les acteurs, les outils. Alors finalement, vous, comment vous voyez un peu l'évolution du CHU? Quelles sont les grandes tendances pour qu'on comprenne un peu mieux, sur lesquelles vous vous appuyez pour construire ce que Stéphanie disait, le CHU du futur? Alors c'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure, la plus grande des transitions, je pense, à laquelle on assiste ces années-ci, c'est celle autour de la donnée, hein, de la donnée de santé, de la donnée des patients, avec de plus en plus de collecte, de données de toute forme, hein, de tout format, qu'il s'agisse de signes vitaux, d'imagerie de tout type, hein, entre les images d'anapath, des IRM, on traite pas la même chose. Donc finalement, des collectes importantes de données massives et puis tout ce qui va aller vers le traitement de données et avec les enjeux d'interopérabilité qui ont été très bien expliqués tout à l'heure. Donc tout ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et derrière, l'importance en fait pour que le CHU, c'est que toutes ces nouvelles méthodes, tous ces nouveaux outils qui ont pour vocation d'apporter de l'information plus riche et en partie pré-traitée par notamment le développement de pas mal d'algorithmes d'intelligence artificielle qui sont en cours en ce moment. Donc de faciliter en quelque sorte la tâche des médecins ou en tout cas d'enrichir leur capacité à poser un diagnostic et à proposer la meilleure prise en charge, la meilleure thérapeutique pour le patient. Pour nous, l'enjeu, c'est finalement de garantir, je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité. Hein, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le répétant largement. Mais c'est aussi de garder la fiabilité, bien sûr, mais de la flexibilité et une certaine fluidité. Et ça, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que tous ces outils, tout cet environnement numérique, et voilà, 5G, on espère qu'elle nous aidera aussi à nous faciliter un petit peu les choses. C'est que finalement, elles ne se mettent pas en écran entre le patient, je sais pas si l'écran est le bon terme, mais peut-être finalement que c'est le meilleur, entre le patient et le médecin, parce que le côté humain doit rester quand même très très prégnant dans cette relation, et l'outil doit garder sa place d'outil. Et on reviendra après sur les enjeux aussi de confiance peut-être en dernière partie. Donc c'est de la fluidité, de la flexibilité, et autour des cas d'usage qu'on développe. Donc on a parlé du bloc opératoire sans fil, de l'usage du SAMU, mais on va travailler aussi dans le cadre d'un projet qui vient d'être soutenu par le ministère des Finances, avec justement Orange, l'IRT Bicom, sur les aspects aussi de monitoring au sein de l'établissement, notamment de monitoring en réanimation, de pouvoir équiper des salles ex abrupto finalement en situation un petit peu critique, donc de faire évoluer le capacitaire dans un établissement de santé. Donc tous ces enjeux-là, on pensait que c'était demain et finalement on vient de se rendre compte que c'est aujourd'hui. C'est vraiment maintenant qu'on a besoin de tout ça. Et là, on attend clairement de l'interopérabilité, de la communication entre les équipements et de façon la plus fluide possible. Et là, la 5G, on espère qu'elle nous enlève un peu de fil et de capacité à communiquer simplement, facilement entre équipements. Et puis il y avait un échange qu'on avait eu quand on avait préparé cette émission que je trouvais extrêmement intéressant de votre part, c'était de dire mais en fait aujourd'hui on a des appareils, quand on les déplace d'une chambre à une autre ou quand on a besoin rapidement d'un appareil, on n'est pas obligé de le transporter avec tous ces câbles et compagnie, de savoir où est-ce qu'on le branche, comment on le synchronise aux autres, directement, hop, on amène la machine, elle se synchronise, elle est connectée, elle est opérationnelle,
tout ça pour, encore une fois, passer plus de temps avec le patient et Tout à l'accompagner. fait. Donc cet enjeu de fluidité dont vous parlez, effectivement, Complètement. C'est bien ça l'enjeu, hein. Donc, Carole présentait tout à l'heure un petit peu le cas d'usage bloc opératoire, hein, avec la fusion des images et les aspects un petit peu techniques, hein, qu'il y a derrière sur la synchronisation. Mais la première étape, finalement, c'est de se dire, voilà, une intervention qui se déroule au bloc opératoire et puis ça se passe pas tout à fait comme prévu. Et l'opérateur, le chirurgien se dit, mais là, j'ai besoin de voir, hein. On est beaucoup en mini-invasif maintenant, hein, donc on n'ouvre plus largement le patient. Donc, on a toutes les techniques d'imagerie qui assistent, hein, l'opérateur, et de pouvoir appeler le cardiologue en disant là, moi, j'ai besoin d'une échographie tout de suite et fusionner avec mon image en X-ray. Est-ce que tu peux venir m'aider, me faire l'acte? Et là, effectivement, le cardiologue expert avec lequel on travaille sur ce cas d'usage, je lui dis moi j'arrive avec ma machine et puis je la branche une fois sur deux, ça marche pas. Voilà, c'est ça qu'il attend lui de façon extrêmement pratique, hein, très concrète. C'est que quand il est appelé, il puisse amener l'échographe. Ce sont des petits équipements, hein, ça se manipule assez facilement, mais de la même façon qu'un respirateur en salle, en chambre de réa, des équipements qui sont pas forcément très encombrants, mais qui doivent pouvoir être immédiatement utilisables, hein, dans la minute, pour pouvoir servir sans qu'on s'encombre effectivement de connexions complexes et de fils partout. Au-delà des aspects d'hygiène et d'ergonomie, de ne pas se prendre les pieds dans le fil, c'est pas tout à fait anecdotique dans un bloc opératoire. Évidemment. Nelly, j'ai une question du public. Alors, dites-moi si ça vous c'est une question de Romain. Alors, ce n'est pas ma question, m'appelant Romain aussi, mais bonjour. Au-delà des hôpitaux, quelle application potentielle pour les médecins libéraux? Est-ce que ça, c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé, ou peut-être plus Carole de Bicom? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter à Romain? Il y a effectivement des enjeux. Alors moi, je concentre entre guillemets ma présentation et aussi mon activité au CHU de Rennes plutôt sur l'aigu, hein. On l'a dit tout à l'heure, finalement, hein, l'activité des établissements de santé se concentre de plus en plus sur des prises en charge assez courtes, finalement, hein, de type aigu, et au sein et en partenariat étroit, hein, avec toute la médecine de ville, hein, qui met également des relations en jeu avec les médecins libéraux. Donc là, on l'a vu, évidemment, au niveau de la crise Covid, hein, la téléconsultation a explosé. Donc on est passé quasiment de quasi rien à un usage qui est devenu presque normal, hein, qui va s'ancrer dans les pratiques et qui va perdurer. Donc là, il y a des enjeux importants, et aussi sur des prises en charge concertées avec l'hôpital, et la capacité à avoir un suivi finalement qui va pouvoir être réalisé plus près du lieu de vie des patients, hein, qu'il s'agisse de patients âgés en EHPAD ou de tous âges à domicile, et avec un suivi par les équipes de ville, le médecin généraliste, l'infirmière libérale, il y a aussi les infirmières en pratique avancée maintenant, mais les différents professionnels de santé, hein, kinés, pharmaciens et autres, qui de plus en plus finalement communiquent ensemble dans la prise en charge, avec des dossiers médicaux partiellement partagés, et avec la possibilité, j'ai des exemples, chez des proches effectivement, où via ces moyens de communication, cette téléassistance, téléexpertise, téléconsultation, le patient peut être pris en charge chez lui avec une infirmière libérale qui communique directement avec le médecin traitant, et si besoin, on va aller chercher aussi l'expert à l'hôpital. Et ça, c'est déjà aujourd'hui. C'est déjà aujourd'hui. Et ce qu'on attend, c'est de pouvoir améliorer cette prise en charge partout. Donc ça, c'est un autre enjeu, hein. On est peut-être déjà un peu dans les enjeux ou dans le marché, hein, parce que c'est vraiment entre les deux. Partout, c'est pour tous les patients, pas juste ceux du centre-ville de Rennes, hein, ou de Paris. C'est vraiment dans tous les territoires, de pouvoir avoir la même qualité pour tous les patients. Et ça, en tant qu'établissement de public de santé, évidemment, c'est un enjeu important pour nous, cette équité, hein, dans la prise en charge sur tous les territoires. Et Et là, finalement, évidemment, tout le monde a sa place, hein, parce que le CHU, il n'est pas sur tout le territoire, évidemment. Il doit fonctionner en bien sûr. réseau avec tous les professionnels de santé du territoire. Effectivement, et c'est ce maillage effectivement Tout à il y a une fait. recherche. Alors pardon, on répète ce mot de synchronisation, mais je crois que c'est vraiment le mot cœur pour effectivement comprendre ce maillage et comment travailler entre les CHU, les pompiers, les SAMU, les Mm. médecins libéraux, et comment tout le monde Voilà. travaille extrêmement bien ensemble.
je vous propose du coup, alors parce que je vois que le temps file extrêmement, je vous propose une dernière prise de parole de la part de Carole. Carole, finalement, ce qui est intéressant, donc Carole Le Goff chez Bicom, on voit qu'il y a énormément de données qui sont produites aujourd'hui. Donc on a parlé effectivement de la production de données, on a parlé du transport de la donnée. Ça m'intéresse qu'on conclue cette table ronde en parlant du traitement de cette donnée et pratiquement de l'analyse de la donnée, parce que produire une donnée c'est bien, mais après il faut l'analyser. Comment on fait aujourd'hui pour analyser cette donnée? Alors ce qu'on peut faire déjà avec les réseaux existants, la 4G, et peut-être les bases qu'on a aujourd'hui et qu'on pourra mettre en œuvre avec la 5G demain, mais comment est-ce qu'on analyse cette donnée et qu'est-ce qu'on met en place pour accompagner ces personnels soignants à l'utiliser au mieux cette donnée? Oui, alors là, en fait, je rejoins les propos de Laurent tout à l'heure, puisqu'on est sur une tendance où on va passer d'une médecine curative vers une médecine beaucoup plus préventive. Et pour pouvoir faire cette prévention, ben, effectivement, il faut collecter la donnée, l'analyser. Et là, on va avoir les algorithmes d'intelligence artificielle, par exemple, qui vont aider à faire cette prévention, cette analyse populationnelle. Donc sur cette médecine des 5 P qui autour de la personnalisation, autour de la prévention, autour de la participation, c'est-à-dire que le patient, il est de plus en plus acteur de sa santé. Donc lui aussi va générer ses propres données à travers les objets connectés, à travers son suivi du poids, du pouls, donc tous les objets connectés dont il a à disposition. Et ça va même nous amener vers ce qu'on appelle la médecine 6P, puisqu'on va rajouter cette notion de parcours patient. Et c'est là où l'analyse des données tout au long du parcours patient, que ce soit avant, en préventif, donc pour son suivi, son bien-être, pendant son hospitalisation, pendant son traitement, donc son parcours de soins, jusqu'à son suivi post-opératoire à domicile ou en établissement de santé. Et donc on voit bien, comme l'a évoqué aussi Nelly tout à l'heure, que on va être sur des données multimodales, des données qui vont être très très hétérogènes entre elles, entre les signaux vitaux, les données qu'on peut obtenir depuis les objets connectés, les données d'imagerie, les données vidéo, puisque là, grâce à l'In5G, on va transporter de plus en plus de vidéos. Et tout ça, ça va contribuer aussi à cette médecine qu'on appelle participative, dans laquelle le patient qui prend en main sa santé. Et là, on voit que la télémédecine, la télérééducation vont être des moyens aussi pour le patient de prendre en main sa santé et d'utiliser les nouveaux outils de communication. Et la 5G, là, va aider encore grâce à la qualité de service et au débit, aux bandes passantes qu'elle permet, de pouvoir faciliter ce type d'échange. Donc là, les enjeux vont être comment traiter ces données avec des algorithmes d'intelligence artificielle quand on va être sur du prédictif, mais aussi traiter les données en temps réel et au plus proche du patient. Et puis bien sûr, des enjeux de sécurité, puisqu'on est là sur des données de santé, des données privées. Donc tous ces enjeux de sécurité, on l'a vu récemment, hein, tous les problématiques de cybersécurité auxquelles sont confrontés les hôpitaux, on va être aussi là sur des enjeux qui vont être primordiaux pour la suite. Merci pour tout, Carole. Finalement, ça fait une très belle conclusion sur la suite, sur cet avenir que l'on aura autour de la santé, cet enjeu de participation extrêmement intéressant, cette prise en main du parcours du patient. On va devoir s'arrêter là, malheureusement. Désolé, on avait encore un petit programme, mais on va s'arrêter là. Et puis, ça se trouve, on fera une deuxième émission sur la santé, parce que c'est extrêmement riche, il y a beaucoup de choses. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter tous ces experts qui nous ont accompagnés pendant cette heure, parce qu'il y a eu énormément de contenu, énormément de choses. On comprendra effectivement qu'il y a un enjeu de production de données, de diagnostic, avec Marc, qui nous disait effectivement cet enjeu de comment on capte des données sans pour autant nous déplacer. Donc comment est-ce qu'on arrive à avoir une synchronisation, un maillage territorial le plus grand possible, avec au cœur ce parcours de soins. Et donc comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on relève et transporte, et puis comment on analyse
avec Carole qui nous parlait effectivement peut-être aujourd'hui, encore plus demain, cette intelligence artificielle qui va nous permettre d'avoir des diagnostics le plus précis possible pour accompagner le patient. Merci à tous de nous avoir accompagnés pendant cette heure-là, d'avoir pu parler du secteur de la santé, de son évolution, de voir comment la 5G pouvait aussi apporter des éléments nouveaux pour créer de nouveaux usages, de nouvelles pratiques, de nouvelles valeurs pour la santé. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Et puis, je remercie aussi toute la production qui nous a permis de réaliser ce webinaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir.